Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cet atelier sur le thème de la marque employeur. On est ravis de vous accueillir chez Epoca au sein d'un de nos studios, le Studio Cube, pour un moment de partage et d'échange sur le sujet de la marque employeur. Alors, c'est un moment qui est en hybride, comme on dit, avec une retransmission digitale et puis du public avec nous dans le studio. Public plutôt nombreux, et c'est la preuve, s'il en était besoin, que le sujet marque employeur est un sujet évidemment d'intérêt, parfois de préoccupation pour la communauté RH, pour la communauté de communication, et puis plus largement pour les comités de direction ou les boards. C'est devenu de plus en plus un sujet éminemment stratégique pour les entreprises, avec toutes les tensions qu'on connaît sur ce marché, et on en reparlera, un renversement très fort des tendances et du rapport de force qui s'est effectué depuis quelques années, depuis quelques mois. On va passer une petite heure ensemble pour évoquer ces sujets, un peu à 360 degrés. On va parler de best practice, de tendances, on va regarder des moments de bascule, des moments de changement, on va parler contenu, on va parler plateforme de marque employeur, on va parler personnalité de marque, on va parler vidéo métier, on va parler parcours candidat et site carrière, et puis on va parler aussi bien sûr de l'activation et de la partie média. Je suis Alain Damon, je suis un des associés de l'agence Epoca et j'anime les équipes marque employeur. Et je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné de deux personnes. D'abord Patricia Parrain, qui est fondatrice de Village People Communication. Salut Patricia. Salut, enchantée, merci pour l'invitation. Alors désolée, j'ai un petit peu la gorge, voilà, cette circonstance, les virus s'installent avec nous dans cet atelier. On est tous un peu comme ça. Quelques mots sur Village People Communication peut-être? Oui, absolument. Alors on est une agence digitale et on accompagne nos clients sur principalement deux volets. Un volet à travers une marketplace qui va apporter des solutions clés en main à nos DRH, RRH, chargés de recrutement. Et une deuxième expertise qui est plutôt là orientée sur le talent acquisition, donc accompagner les entreprises à bien sourcer, sourcer différemment ou voilà, toute cette dimension de conseil d'achat média RH. Et on travaille évidemment en partenariat et en étroite collaboration ensemble. Merci Patricia. Et Douglas Grelia, salut Douglas. Bonjour. Directeur du digital au sein de l'agence Epoca. Oui, effectivement, j'accompagne nos clients sur la réflexion autour de leur écosystème digitaux, dont les sites carrières, dont les sites RH évidemment. Super. Et tu nous parleras de ce sujet un peu plus tard. Alors, le titre de notre atelier, vous le voyez, c'est de marque employeur de référence à marque employeur de préférence. Alors, il s'agit d'une seule lettre, mais cette lettre, elle est importante finalement. Devenir un employeur de référence, un employer of choice, c'est pas nécessairement nouveau. Alors, c'est de plus en plus un objectif qui est assigné aux équipes RH. Sauf que pour être un employeur de référence, il ne suffit plus, comme avant, de recruter. Il ne suffit plus de raconter qui on est, de parler de ces fameux preuves RH. Il faut de plus en plus être dans une logique de compétitivité, en fait. Se différencier, émerger et créer de la préférence. Le champ concurrentiel s'est exacerbé de façon incroyable. Et c'est pour ça qu'on parle de préférence. Et c'est comme ça, nous, quand on travaille sur des problématiques de marque employeur, qu'on raisonne. Derrière tout ça, il y a quoi? Il y a une inversion du rapport de force. C'est le candidat qui a le pouvoir, c'est le candidat qui décide. Alors sur certains secteurs très pénuriques, traditionnellement ça a été un peu le cas depuis longtemps, sur la tech par exemple, mais là ça couvre un peu tout le monde. Il y a une campagne Burger King qu'on vous montre là, que vous avez peut-être déjà vue, qui capture très bien en fait cette inversion de rapport de force et qui dit recrutez-nous. Ils ont même fait une lettre de motivation à destination des candidats. Donc le rapport de force est inversé, particulièrement pour les jeunes diplômés. Alors je vais vous montrer deux slides qui viennent d'une étude, qui est un peu une étude référence qu'on mène depuis 10 ans maintenant avec Harris Interactive et l'étudiant, qui s'appelle Entreprise préférée des étudiants des jeunes diplômés. Plus de 10 000 étudiants qui sont interrogés chaque année dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et universités. Et on leur pose une batterie de questions pour comprendre leur rapport au travail, comment ils choisissent un employeur, quels sont les éléments importants pour eux, comment ils se comportent, quelles sont leurs attentes. Le premier élément qu'on voit, et c'est assez marquant, c'est que ces étudiants-là, ou ces diplômés, ils ont la confiance. Quand on leur demande « est-ce que vous pensez que ça va être facile pour vous de trouver un job ?», on revient au niveau d'avant-crise en 2019. Et vous le voyez sur le slide, les changements, les amplitudes sont absolument énormes, quels que soient les secteurs, qu'ils soient ingénieurs d'université ou école de management. Donc en gros, ils se disent « non mais moi, ça va être facile ». Le sujet marque employeur, au fond, c'est devenu un sujet médiatique. Tout le monde sait que les entreprises ont du mal à recruter. Les étudiants, ils voient bien ça.
Deuxième question parmi d'autres qu'on leur pose et qui est directement liée, nous semble-t-il, à cette question de confiance qui est largement revenue. On leur demande c'est quoi les critères que vous prenez en compte quand vous allez choisir une entreprise. Le premier critère en 2022, ce n'était pas le cas les années précédentes, c'est la rémunération et les avantages sociaux. La rémunération et les avantages sociaux. Alors, ce n'est pas le seul critère, il y en a d'autres. On veut une culture d'entreprise, une ambiance de travail, on veut faire un métier qui a du sens, on veut des bonnes conditions de travail, on veut de la variété des projets. En fait, ces candidats, au fond, ils veulent un peu tout. Mais la rémunération est la première chose. Moi, ce que je trouve intéressant sur ce slide aussi, c'est un chiffre que vous voyez à droite, qui est prestige, image et réputation de l'entreprise. C'est très faible, c'est 23% seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'être une marque forte, avec une belle réputation, ne suffit plus aujourd'hui et n'est pas le critère principal qui est pris en compte par les étudiants pour faire leur choix, effectuer leur choix d'entreprise pour lequel ils travailleraient. En fait, on est passé d'un marché qui était un marché de l'offre à un marché de la demande. Je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de cette campagne qui date un peu, qui est Michel et Augustin, qui était pour le coup assez intéressante et finalement plutôt en avance sur son temps. On avait une DRH, fausse DRH, une actrice, qui était dans le métro et qui disait « J'arrive pas à recruter, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui voudrait faire un job chez nous ?» Et là aussi, ça capture très bien ce renversement du rapport de force. Et la vision qu'on développe, et ce sera un peu le fil rouge de tout ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui, c'est que le candidat est devenu un consommateur. On a une consumérisation du marché de l'emploi et de la marque employeur. Et en fait, si on file cette analogie, on se rend compte que ça marche plutôt pas mal. Déjà, un consommateur est bien sûr hyper informé. Un candidat l'est également aujourd'hui. Enfin, je pense que, en tout cas, nous, dans toutes les discussions qu'on a avec les DRH, ils nous disent maintenant, ils viennent, ils savent, ils ont les bonnes questions, ils ont fait leur boulot, ils ont fait leur métier, c'est facile de trouver de l'information. Un consommateur, il va prendre des décisions d'achat en regardant l'avis d'autres consommateurs. C'est ce que font les candidats également. Et puis, un consommateur, il est d'une exigence folle sur la cohérence des points de contact. Il ne pardonne rien. Et il peut changer d'avis à n'importe quel moment s'il y a quelque chose qui cloche. Et on reparlera de ce point-là, parce que pour nous, c'est clé. Et ça change ce paradigme de se dire, si c'est un candidat, si le candidat est un consommateur, il faut le considérer comme tel. Et donc, il faut vraiment, dans marque employeur, il y a marque et employeur, mais il y a marque. Le sujet cette année, depuis peu de temps, mais ce sera encore plus le cas sans doute dans les années à venir, c'est réfléchir encore plus marque, travailler le haut du funnel. On va beaucoup reparler du funnel aujourd'hui, plus tard dans les différents points d'échange. Le funnel, il a de la notoriété jusqu'à la conversion, il ne s'est pas déplacé, il s'est juste élargi. Oui, il faut convertir, mais de plus en plus, il faut faire un travail de séduction, un travail pour créer la préférence en amont du funnel, et finalement, une marque employeur va maintenant, son terrain de bataille, il est grand public. On parle beaucoup, on en reparlera de nouvelles plateformes médias qui sont utilisées comme TikTok par exemple, ou qui peuvent être utilisées ou qui devraient être utilisées, en phase amont sans doute, en haut du funnel. Mais quand on est sur TikTok, on n'est pas juste en concurrence avec d'autres marques employeurs, on est en concurrence avec des marques en général. Et donc l'émergence devient extrêmement compliqué. Donc le terrain de jeu se déplace encore plus vers la dimension marque et très publicitaire finalement. Pour nous, ça crée 5 exigences majeures qu'on va essayer d'illustrer à chaque fois avec un certain nombre d'exemples. Le premier élément, et c'est vrai qu'on l'écrit comme ça, on se dit oui, bien sûr, il faut être candidat centrique, employé centrique. C'est pas nécessairement ce qu'on voit toujours dans chez beaucoup de clients ou de marques. On dit ça, mais finalement, on pense pas beaucoup. Il y a beaucoup de marques employeurs qui disent voilà qui je suis, plutôt que de se mettre vraiment à la place du candidat en étant candidat centrique. Travailler sur les personas, ça c'est des choses qui ne sont pas nouvelles, le travail sur les personas. Moi je suis frappé par le fait qu'on ne voit pas si souvent que ça finalement. En tout cas nous on le fait quasiment systématiquement en se disant essayons de comprendre un peu plus dans la granularité et la finesse les attentes des cibles, des audiences, et ça va nous permettre de développer des actions qui vont rebondir sur des insights forts. Alors vous avez peut-être vu cette campagne Lidl. On aura un autre exemple assez intéressant quand même, là, parce que là, on est en train de parler de rémunération sur une cible dont on sait que c'est un élément central. On en a parlé un tout petit peu avant. Ça, c'est un discours qu'on aurait rarement vu il y a quelques années, qui d'ailleurs fait beaucoup parler.
Et puis on va aller, grâce à la connaissance de ces cibles, développer des langages, des campagnes spécifiques pour toucher certaines des cibles. Alors ça, c'est une campagne Google qui est assez vieille, hein, que vous avez peut-être vue, mais qui était plutôt intéressante, sur la population tech. Clairement, on fait une campagne qui est totalement dédiée. Et on voit de plus en plus d'ailleurs, sur la partie tech, puisqu'on sait bien que ce sont des profils pénuriques, et beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des entreprises tech recrutent des profils data ou des profils développeurs, se dire on va leur développer du contenu dédié, parfois même jusqu'à aller avoir un espace carrière qui est dédié à des cibles, ce qui pose aussi la question de l'hétérogénéité des cibles. On est très souvent amené, nous, à travailler sur des problématiques compliquées qui sont, OK, on a un chapeau marque employeur, mais qui doit être valide à la fois sur une cible cadre et sur une cible moins qualifiée, qui n'a pas le même rapport au travail, n'a pas la même projection, ne recherche pas les mêmes choses. On travaille avec une filiale de la RATP qui s'appelle RATP Cap. Il faut à la fois aller chercher des cadres confirmés, mais il faut aller chercher des conducteurs de bus. Et ça, c'est un véritable enjeu d'être capable de travailler à la fois sur un premier chapeau, mais à la fois dans le détail pour être capable de toucher ces cibles. Et puis souvent, on parlait de métiers comme conducteur de bus qui sont des métiers qui ne sont pas forcément extrêmement valorisés. On a parfois, souvent, des enjeux d'attractivité d'une filière, d'attractivité d'un secteur économique. Ça, c'est une campagne qu'on a lancée, vous avez peut-être vu, pour aider la cause du tourisme. Une campagne assez ambitieuse en médias, puisqu'il y avait notamment de la télé. Là, il s'agit parfois de travailler pour une marque en particulier, mais aussi d'essayer de faire un travail de fond pour dire, ben voilà, ces métiers, finalement, ce sont des métiers intéressants. Il y a beaucoup de secteurs économiques, je pense à l'hôtellerie par exemple, qui sont des secteurs économiques qui sont en eux-mêmes parfois un peu en décalage avec les attentes des candidats aujourd'hui. Deuxième enjeu, et on l'évoquait un peu en introduction, c'est créer de la séduction, c'est créer de l'émotion. C'est d'aller plus loin que simplement décrire la longue liste des actions RH qu'on fait, mais c'est rentrer dans cette logique de préférence et de marque. Je reprends un exemple Lidl, hein, mais là aussi, il y a une campagne qui est intéressante parce qu'on joue sur des éléments, des vecteurs qui sont assez rafraîchissants, entre guillemets, sur la marque employeur. On est clairement dans le registre de l'émotion. On parle de deuxième vie, on parle de la famille d'un employé. Ça, on ne voyait pas nécessairement ça dans le passé. C'est une campagne très intéressante. Extrêmement intéressante, voilà, ouais. hyper intéressante parce que c'est vrai que mettre en œuvre les collaborateurs, ça se fait dans la marque employeur. Régulièrement, on met les collaborateurs en avant. Mais là, ce qui est plus intéressant, c'est que ce sont les parents, les amis, la famille qui parlent du collaborateur. Et c'est là où ça fait le petit switch. C'est pas de dire, c'est de montrer en fait comment la personne avec qui je vis s'épanouit dans son job. C'est ça la grande différence. Les campagnes de marque employeur, ça fait 30 ans que je fais de la marque employeur, on met les people en avant, on met les collaborateurs en avant, mais là, le petit twist sur cette campagne-là, elle est hyper intéressante parce qu'elle donne cette émotion que Alain nous cite, mais également une dimension affective et donc de projection encore plus forte. On crée la relation, en fait. Exactement. On essaie de créer D'ailleurs, Disneyland travaille aussi un peu sur... parce qu'ils ont aussi une problématique de marque et d'attractivité. Alors, on est très fiers de bosser chez Disneyland, mais quand on parle qu'on travaille chez Disneyland dans sa famille, on ne le dit pas. Donc, on travaille aussi à faire en sorte que la famille se sente plutôt bien intégrée. Créer de l'émotion, c'est aller aussi sur des sujets de communication qui sont des sujets qui permettent justement de créer ça. Life at Orange, que vous avez peut-être vu, qui est intéressant parce que avoir un CV, avoir un enfant, on essaie de s'aligner de plus en plus avec des préoccupations des candidats aujourd'hui qui veulent, en tout cas, arriver à une forme d'équilibre et d'épanouissement entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Exemple de Transdev, où on essaie de donner du sens derrière simplement un métier de transporteur ou de chauffeur de bus. Les contenus, on en reparlera plus tard dans la présentation, mais faire du contenu marque employeur, évidemment, tout le monde coche la case. Là, c'est un exemple chez Vuitton qui sont allés dans une profondeur de contenu extrêmement forte avec, on va en reparler des vidéos métiers et des témoignages, mais qui sont travaillés avec une richesse d'exécution et avec une richesse de fond et en profondeur. Et ça permet de créer de l'engagement versus tout simplement expliquer un métier avec juste un témoignage. Et voilà, sur les témoignages collaborateurs, je pense que 99,9% des sites carrières ou des marques ont fait quelques vidéos métiers.
ça devient un peu un passage obligé. Quand on prend un peu de recul, et nous on fait ça très souvent, on regarde des sites carrières. Si on prend une demi-heure pour regarder plein de sites carrières et des vidéos métiers, on sort de tout ça en se disant mais en fait, qui a parlé de quoi en fait On a le sentiment que tout se mélange un tout petit peu parce que c'est vrai que ça se ressemble un tout petit peu. Et simplement avoir un témoignage d'un collaborateur face à la caméra qui raconte le détail de son métier, aujourd'hui ça ne suffit pas pour créer de l'engagement, pour donner envie. On va voir un exemple qu'on a fait pour KFC. En fait pour nous, les vidéos métiers, oui, bien sûr, doivent expliquer pour qu'il y ait une projection des candidats. Hein. Mais si on part de cet amont du funnel, il doit aussi être là, les vidéos métiers sont là pour donner un sentiment, un supplément d'âme, une culture, un mindset, une façon d'être, une façon de se comporter. Et ensuite, le candidat progressera dans le funnel et ira plus loin pour connaître un peu les choses. Donc il y a cette partie, en tout cas la vidéo métier doit être conçue à la fois dans le fond, mais aussi beaucoup dans la forme, dans son exécution, pour donner envie, être courte, être dynamique bien sûr, et créer cette petite relation. Et si c'est possible en régie, de lancer une vidéo métier qu'on a fait pour KFC il y a quelques années, qui justement répond assez bien à ça, il y a 2 ans. Lionel, charismatique avec un K. Directeur chez KFC, c'est son métier. Leader né, passionné, initier des projets, diriger, manager, faire évoluer, c'est en lui, c'est dans l'air qu'il se donne les moyens, c'est certain. Moyens techniques, moyens humains, il a la main. Compter, calculer, chiffrer, sur lui c'est sûr on peut compter. Ambitieux, déterminé, bienveillant, charismatique avec un K. Ses qualités chez KFC. Et toi, c'est quoi tes qualités ? Alors, c'est KFC, donc on a une cible particulière, on a des métiers particuliers, bien sûr, mais on essaie de créer une forme de rapport, une forme de complicité, une forme d'adhésion via cette exécution-là. On peut rassurer aussi tous nos clients présents. Les vidéos métiers que vous faites, elles ont le mérite d'exister. On n'est pas en train de remettre en question en fait la production et le contenu parce que c'est un passage obligé. Donc il faut avoir ces vidéos et c'est aussi des moyens d'activation média derrière. On en parlera plus tard. Mais c'est vrai qu'il faut commencer à penser cette fameuse personnalité qu'on ne retrouve plus parce que de toute façon nos candidats aujourd'hui savent exactement ce qu'ils veulent, connaissent parfaitement en fait les entreprises ou tout au moins pensent les connaître. Et vous êtes dans une dimension de séduction qui devient de plus en plus forte et avec cette personnalité qui doit faire vraiment votre différence. Et c'est là qu'il faut chercher la personnalité. Alors tu mentionnes un mot-clé qui est le mot de personnalité, oui. Qui est vraiment, nous, un sujet qu'on considère comme absolument stratégique, la personnalité de la marque employeur. Pourquoi ? Notamment parce que se différencier sur une promesse marque employeur, c'est difficile. Hein. Interrogez-vous sur combien de personnes aujourd'hui ont le mot futur ou ensemble dans leur promesse marque employeur. Il y en a beaucoup. Construisons ensemble le futur, etc. C'est compliqué. Ce qui va faire beaucoup la différence, c'est le registre, c'est la tonalité, c'est presque la charte rédactionnelle, c'est la sémantique, ce sont les éléments de langage. Ça dit finalement au moins autant que simplement la promesse marque employeur. C'est un exemple, on n'a pas le temps de le lire. On a accompagné Decathlon sur le marque employeur et on travaille beaucoup, nous, sur des manifestes qui sont une façon d'exprimer et de capturer la culture, la tonalité, le mode de relation qu'on propose, qui ensuite doit vivre, on en reparlera Patricia, hein, mais doit vivre de façon, et Douglas, de façon très cohérente sur l'intégralité des points de contact. Une personnalité de marque, elle n'est pas juste là sur un manifeste, elle doit vivre finalement tout le temps. Elle doit vivre sur les annonces d'emploi notamment, dire, la petite annonce. sur la petite annonce, ce qui est rarement le cas malheureusement. Elle doit vivre même aussi sur cette personnalité, sur la façon dont on va interagir lors d'un moment de recrutement. Et là, alors ça c'est une photo de stock que je vous montre parce que c'est un peu l'opposé de ce qu'il faut essayer de ne pas faire. Je parlais quand on passe une demi-heure sur des sites carrières, on regarde plein de choses. La plupart du temps, ce sont des vrais collaborateurs qui sont mis en avant. Parfois, c'est du stock, mais souvent, ce sont des vrais collaborateurs. Sauf qu'on a un peu le sentiment que tout le monde se ressemble parce qu'on a des gens qui sourient, qui regardent la caméra et qui montent l'horizon au loin dans une espèce de monde incroyable où on vante un monde merveilleux de l'entreprise. Ça n'aide pas à avoir de la personnalité. Donc le travail iconographique, il est extrêmement important pour ne pas juste avoir des employés ou des collaborateurs, mais le traiter de telle façon qu'on se dit là, c'est fait à la façon de cette marque.
Tu parlais de Disneyland Paris, on parle de séduction, de haut du funnel. Ça devient de plus en plus un sujet publicitaire. C'est une campagne qu'on aime bien, dont on est fier. Il fallait faire venir à Marne-la-Vallée, ce qui n'est pas toujours évident. Et voilà, réunion dans l'open space, travailler en équipe, suivre votre voie, libérer votre potentiel, monter en compétences, rendez-vous à la machine à café, où on va aller valoriser tout l'univers du parc et de la marque pour donner finalement des messages de recrutement assez classiques. Et c'est la première campagne de marque employeur qui n'est pas signée, puisque vous voyez, il n'y a pas de logo Disneyland Paris pour justement faire la différence avec la marque Corpo. On a supprimé en fait Alors ça aide quand on est effectivement une marque Disney. avec de la réputation. Je voudrais vous montrer l'exécution d'un manifeste en vidéo manifeste. Ça aussi, c'est un des livrables assez classiques dans la marque employeur, nous qu'on a l'occasion de faire très souvent. Alors c'est pas nous qui l'avons fait, mais on le montre souvent en présentation parce qu'on trouve qu'il y a une exécution extrêmement intéressante. Alors c'est Adidas, ils ont un univers projectif, on parlait de Decathlon sur le sport, qui aide, mais c'est pour nous un très bon exemple d'inspiration, un très bon exemple de séduction, un très bon exemple où on va donner envie. On monte des collaborateurs, mais on le fait, vous allez le voir, de façon assez intéressante. Si on peut lancer la vidéo Adidas, s'il vous plaît. We're Adidas employees. And we're here to create. No need to be an athlete to join us. Though some of us started running at lunchtime. And ended up finishing a desert marathon. Sport for us isn't about winners and losers. It's about breaking through with our creativity. Are you with me? Yes! Our pitch is safe. We fall, We get up. we try something else. We don't network. We sweat work. We change the rules with our imagination. Through sport, we have the power to change lives. I'm Lucy. I'm Vinny. I'm Yunel. I'm Amory. I'm Cremena. I'm Craig. I am Soda. I'm Joseph. And we're here to create. Le sentiment effectivement qu'on sort de l'exécution classique de la vidéo manifeste un peu traditionnelle. Et créer de l'émotion, évidemment, ça va nous obliger les marques à aller s'adapter, adapter leur langage en fonction des réseaux sociaux. Ça, c'est un petit teaser par rapport à la partie qu'on verra un tout petit peu plus tard. Et puis, on ne pouvait pas parler de marque employeur sans parler d'événements marque employeur ou d'événements de recrutement. C'est un sujet qu'on connaît bien. Alors, l'événement entre guillemets classique, la journée de recrutement, ça pourrait nécessiter un atelier dédié. On discutait avant avec Douglas des expériences que certains ont fait sur des événements de recrutement dans le métaverse, notamment, qui ont posé un certain nombre de questions pour être politiquement correct. Ça, c'est deux événements qu'on a fait. Un événement pour Leclerc, la grande rencontre de l'emploi, qui va se rééditer en édition 2 l'année prochaine. Et un événement qu'on a fait avec toi, Patricia, et tes équipes sur Crédit Agricole, sur des populations pas évidentes à recruter. Donc ça, voilà, les modalités changent, mais ça reste évidemment toujours un levier extrêmement important et de plus en plus important pour dramatiser et créer une émergence la plus forte possible. Donc le premier point, c'était l'émotion. Le deuxième, le haut du funnel, c'est très bien l'émotion, c'est très bien de séduire, mais bien sûr, on ne peut pas rester uniquement dans une logique proclamatoire ou d'incantation. Il faut donner des preuves. Et donner des preuves, ce n'est pas uniquement avoir une liste de 5 petits points en disant alors on est sur de la diversité, on est sur de la responsabilité, on est sur des formations, on est sur la bienveillance, on est décliner des valeurs, ce qui fait très souvent, c'est-à-dire voilà, on coche un peu les cases, mais c'est de plus en plus, et on l'évoquait un peu avant, rentrer dans une profondeur et une spécificité des preuves. Il y a quelques exemples qui sont assez intéressants. Notamment Salesforce. Alors, ils ont un discours très haut, Salesforce. Ils sont sur une nouvelle forme de capitalisme. Et puis, leur promesse marque employeur de « Time to build a better future is now », en elle-même, c'est ce que j'évoquais un peu, elle est assez classique, mais elle est assez haute. Elle a pour vocation d'inspirer. Mais après, derrière, notamment sur des sujets de télétravail, c'est des sujets de flexibilité au travail ou d'organisation du travail plutôt, ils vont dans un niveau de détail de dingue. Ils expliquent très concrètement comment les choses se passent. Donc cette profondeur de contenu pour dépasser simplement, oui, on fait du télétravail chez nous, ou oui, on a une culture de bienveillance ou de travail en équipe. Aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut aller vraiment dans le détail parce que tout le monde le raconte.
Finalement, tout le monde lit les mêmes études. Et là, la différence et la conviction, elle se fera si on amène des preuves qui sont extrêmement spécifiques. Autre exemple qui fait très bien ça, c'est L'Oréal, notamment sur la partie jeunes alternants. Ils ont fait un travail de contenu assez exceptionnel pour développer des vidéos métiers notamment, mais énormément de contenu sur les alternants pour les jeunes, qui est évidemment pour eux un flux de recrutement important. Mais encore une fois, ils ne sont pas contentés de dire on recrute tant d'alternants et puis c'est sympa. Ils vont expliquer très concrètement, montrer très concrètement ce que ça veut dire d'être alternant ou apprenti chez L'Oréal. Donc profondeur de contenu. Et puis, on parlait de vidéos collaborateurs. Les preuves, c'est aussi beaucoup les collaborateurs. Alors, quand on parle de marque employeur, et on n'aura pas nécessairement le temps d'en parler suffisamment aujourd'hui. Il y a évidemment l'interne qui est important. Le recrutement, il est tendu, il est capital, mais la rétention, la création de la fierté d'appartenance, on sait bien que là aussi, c'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Et il y a un levier de la marque employeur qu'on travaille beaucoup, nous, et qui n'est pas encore forcément très bien exploité ou suffisamment exploité dans beaucoup d'entreprises, qui est l'employé advocacy, qui est l'ambassadeurat, qui est d'outiller, d'accompagner, de former, de donner du contenu aux collaborateurs pour qu'ils se fassent l'incarnation, mais le vecteur naturel de la marque et de la marque employeur. Et quand c'est bien fait, quand c'est fait à scale, comme on dit, donc avec un peu de volume, parce qu'il y a toujours dans des entreprises la petite partie de fou de l'entreprise, de fans qui le font naturellement, mais quand on prend une vraie méthodologie pour les accompagner, on arrive à des choses assez puissantes. On sait bien que les candidats croient plus la parole d'un collaborateur d'entreprise ou d'une partie prenante de l'entreprise que la corporation en elle-même. D'ailleurs, les études montrent bien qu'ils veulent entendre des collaborateurs. Et donc, les programmes d'employé advocacy, qui vont bien plus loin que simplement la cooptation, qui est un peu autre chose. Les programmes d'advocacy, c'est clé. Nous, on a accompagné RATP assez longtemps là-dessus. On travaille avec Thales notamment sur ces problématiques-là et d'autres. Pour nous, même en termes de retour sur investissement, sur le travail marque employeur, c'est pour nous un sujet clé. Et puis je pense que vous avez certainement, sans le savoir, des collaborateurs qui sont déjà des ambassadeurs sur des plateformes existantes. Il existe une plateforme qui s'appelle My Job Glasses, par exemple, et vous pouvez aller surfer dessus. Et je suis persuadée que vous allez forcément trouver des collaborateurs, sans passer par les RH, qui sont devenus des ambassadeurs parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils veulent le partager et le partager avec des jeunes. Donc ils deviennent des mentors en s'inscrivant sur ces plateformes et en proposant des rendez-vous, des points de contact ou des discussions avec des créneaux qui sont bien posés. Donc ça veut dire qu'il y a déjà au sein de vos entreprises des collaborateurs qui sont assez fervents et qui sont plutôt à vouloir partager en fait leur métier. Quatrième exigence, c'est le fameux parcours candidat, le sans couture, qui est un terme consommateur, j'allais dire. Évidemment, si on revient sur le fil rouge qu'on mentionnait sur le candidat consommateur, le moins de grains de sable est fatal. Et même dans le recrutement, où on a des discussions souvent avec des DRH qui nous disent, mais finalement, au dernier moment, il y a un changement d'avis, il y a une bascule sur autre chose, alors que tout est très bien. Et ce n'est pas simplement des questions de rémunération, c'est qu'à un moment, dans le processus, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché, qui n'a pas été assez cohérent et qui n'a pas été assez bien travaillé. Et donc forcément, c'est un sujet clé. Avant de te laisser la parole, je voudrais juste donner ce petit slide encore sur les études, l'étude entreprise préférée. Ceux qui veulent en termes de processus de recrutement, nos étudiants, c'est d'abord un processus de recrutement qui est hyper rapide, hyper fluide. Et ils veulent rencontrer tout de suite, le plus vite possible, les managers versus les RH. Ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent pas qu'il faut rencontrer, il ne faut pas passer par la case RH, mais ça a des impacts, notamment en termes d'organisation et en termes d'empowerment des managers qui doivent être capables de porter aussi la voix de l'entreprise. Oui, effectivement, toute la complexité, Alain, tu le mentionnais tout à l'heure, mais toute la complexité de l'expérience digitale sans couture, de parcours sans grain de sable, c'est de proposer un site carrière ou un espace carrière dans un site corporate qui réponde aux besoins d'utilisateurs qui sont très variés. Tu le disais, variés dans leur profil, où vous allez chercher à recruter des ingénieurs, des techniciens, des profils métiers très spécialistes ou des fonctions support parfois un peu plus généralistes, et même en niveau d'expérience, des jeunes dips ou à l'inverse des profils plus expérimentés. Et là, on le voit, on le sait, leurs motivations sont très différentes. Ce qu'ils viennent chercher sur votre site et sur le discours de marque employeur sont très différents.
Varier aussi dans leur niveau de maturité dans le cycle de candidature. Ce fameux funnel dont on parle, nous on s'en sert beaucoup pour structurer aussi la prise de parole. Puisqu'effectivement on a des candidats qui ont un cycle de maturité différent dans le cycle de candidature comme je disais, mais aussi dans la connaissance de votre marque. Donc pour certains, vous allez être à un stade où il faut faire connaître la marque, faire connaître vos métiers, vos engagements et vraiment faire découvrir la marque avec cet enjeu de notoriété. Pour d'autres, l'enjeu sera plus au niveau de l'attractivité, donner envie de venir travailler chez vous. Et enfin, le bas du funnel, c'est vraiment la conversion, comment on fait passer le candidat à l'action. Donc voilà, on a ce triple enjeu pour lequel vos espaces digitaux, vos sites internet, vos sites corporate ou carrière doivent répondre en apportant des contenus qui sont adaptés. Pour la notoriété, on va mettre en avant votre mission, votre raison d'être, votre vision. On va présenter la marque et ses engagements. Quand on sera sur un niveau d'attractivité, il faut mettre en avant les valeurs, la politique RH, les métiers, des témoignages collaborateurs. Donc des choses déjà un peu plus concrètes, on rentre un peu plus dans le détail. Et enfin, pour assurer que vos candidats postulent, et justement ce parcours sans grain de sable, bien sûr, on va pousser vos offres d'emploi. Il faut aussi préciser tout ce qu'il y a autour. Le process de recrutement, les avantages une fois qu'on est recruté, comment se passe le process d'intégration, puis à moyen terme, la formation et pourquoi pas à plus long terme la mobilité. Les candidats ont besoin de savoir tout ça. Donc en réponse à cette complexité liée à la variété des personas et pour mettre en scène tous ces contenus, il y a quelques bonnes pratiques à appliquer. Ici, on les a résumées en trois recommandations. La première, c'est une loi UX, une loi de Jacob, du nom du plus célèbre des UX designers, Jacob Nielsen, qui est considéré comme l'inventeur de l'ingénierie de l'utilisabilité en UX design. Donc c'est vraiment, il a 10 grands préceptes et la loi de Jacob, elle se base sur le principe de simplicité d'utilisation. C'est une loi qui recommande que l'utilisation d'interfaces soit similaire aux autres sites que vont parcourir les candidats. Il y a des codes dans le digital. Pour citer un tout simple, quand vous cliquez sur un logo sur un site web, vous vous attendez à retourner sur la home page. Et ben, finalement, dans le site qu'on va construire, que vous allez construire pour vos candidats, il faut qu'on retrouve ces codes. Et traduit en site carrière, ça passe notamment par l'arborescence. On a remis ici un exemple d'arborescence classique. Classique au sens classique pour un candidat qui vient chercher du contenu, qui a besoin de se projeter dans votre entreprise. On va vouloir lui présenter l'expérience que vous pouvez proposer avec la carte d'identité de l'entreprise, la présentation des valeurs, tout ce qui tourne autour de la carrière dans l'entreprise, donc du process de recrutement, parcours d'intégration, formation, évolution, mobilité évidemment. Vos engagements RSE globaux, vos engagements RH plus particulièrement. Bien sûr la présentation des métiers, que ce soit au niveau des grandes familles des métiers ou plus particulièrement des fiches de poste et les témoignages collaborateurs, on en a parlé, qui est un peu un incontournable, mais qui est vraiment nécessaire. Et puis bien sûr, mettre à disposition toutes les offres d'emploi, ça va sans dire. La deuxième recommandation, ça va être autour des contenus. On l'a vu, l'ergonomie, l'architecture de l'information, elle doit respecter un certain nombre de codes. Donc ce qui fera la différence, c'est vraiment les contenus. C'est ce qui doit donner envie de vous rejoindre. C'est là où on doit être percutant et non généraliste. Ça reprend effectivement notre point sur la personnalité de la marque. On l'a vu aussi, c'est le deuxième critère de choix d'une entreprise, de comprendre la culture de l'entreprise, de savoir, pour pouvoir se projeter, de savoir où est-ce qu'on va. On l'a vu avec L'Oréal, on l'a vu avec Salesforce. Ils ont vraiment développé, ils ont vraiment fait un travail autour de ça. On l'a vu aussi avec Decathlon et son manifeste. Ce manifeste, il ne doit pas juste rester très théorique, ça ne doit pas rester un bout de papier sur un coin de table pour le dire comme ça. Ce n'est pas juste une page dans le site web, ça doit vraiment infuser tous les contenus. Il doit vraiment y avoir une tonalité éditoriale qui traduit finalement ce manifeste. Chez Decathlon, ça se traduit par des phrases courtes, un langage clair. Ils jouent vraiment la carte de la proximité. Si on prend l'exemple ici, c'est simple, on te fait confiance. Alors ose, on ne te le reprochera jamais car c'est comme ça qu'on fait bouger le monde. Des phrases assez impactantes, très proches. Il y a des marques qui utiliseront plutôt le vouvoiement. Et là, il n'y a pas de règles définies. C'est vraiment à chaque marque de finalement définir sa tonalité éditoriale et de l'appliquer, encore une fois, de l'infuser, de la faire infuser sur tous ces contenus.
On parlait des photos de stock et des photos terrain. Je vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais l'iconographie est bien sûr importante. Iconographie qui ne soit pas en banque d'images et des shootings photos, là aussi, Alain, tu le disais tout à l'heure, qui doit vraiment montrer votre culture d'entreprise. ICAD, on a quelques exemples ici, le fait très bien avec des shootings sur mesure. Et troisième exemple, autour de ces contenus, on a pris Volvo, on a vu tout à l'heure la campagne Orange autour de avoir un CV, avoir un enfant. Sur un site carrière et dans les contenus, ça peut aussi se traduire, comme le fait Volvo ici, autour d'une rubrique. Eux, ils ont carrément une rubrique dédiée au bien-être en entreprise, le well-being, donc bien-être des collaborateurs, avec des contenus sur l'équilibre vie pro, vie perso, ou des contenus très concrets sur la prise en charge du salaire en cas d'arrêt maladie. Donc là aussi, on est un peu plus bas dans le funnel, mais c'est ce qui va permettre vraiment de prouver et de donner de la matière aux candidats. Enfin, important aussi de notre point de vue, la mise en adéquation entre un discours RSE qui est de plus en plus présent dans les entreprises, qui est même omniprésent maintenant sur les sites corporate, et les supports de communication. On a ici l'exemple avec Innocent, qui est une entreprise Bicorp, et qui a fait le choix d'avoir un mode éco-conçu, un mode économique de son site internet, parce qu'on le sait aujourd'hui, le numérique, ça pollue, même si c'est une pollution qui est moins visible, ça consomme de l'électricité, il y a des serveurs derrière, il y a des données, etc. Donc ils ont, Innocent comme Dalkia d'ailleurs, ils ont fait ce choix d'avoir des sites éco-conçus, donc qui consomment moins d'énergie, qui ont un impact plus faible sur la planète, pour être en adéquation entre un discours RSE global et bien sûr leur support. C'est une forme de preuve finalement. C'est une sorte de preuve, exactement. Ça montre qu'on n'est pas juste dans le discours, il y a des actions très concrètes et ça se voit tout de suite sur leur site et notamment les sites de recrutement. Troisième recommandation, keep it simple. Là, c'est vraiment une réponse à ce que tu disais Alain tout à l'heure sur comment être candidat centrique, employé centrique. Ça va être rester simple et avoir un parcours utilisateur très fluide et donner les moyens de postuler très facilement. On a pris des exemples ici où voilà, dès qu'on arrive sur la homepage du site recrutement, la première chose qu'on a, c'est la promesse employeur en une phrase et tout de suite un moteur de recherche pour trouver les offres d'emploi. Quand vous êtes sur des candidats qui sont en bas du funnel, qui ont déjà identifié votre marque, qui vous connaissent, qui veulent postuler chez vous, ou en tout cas qui veulent voir les offres d'emploi, ne leur faisons pas avoir un parcours de 5 ou 10 pages, on leur met tout de suite à disposition un moteur de recherche. C'est aussi le cas chez TikTok où on voit ici en bas à gauche les labels Great Place to Work, mais surtout en très gros sur la homepage avec une petite boucle vidéo derrière de leur vision film marque employeur. Tout de suite le moteur de recherche pour trouver les offres d'emploi. Dans les autres tips, on va dire, dans les autres bonnes pratiques autour de la simplicité du parcours, on a maintenant des outils qui permettent vraiment là aussi de faciliter la candidature. On dépose son CV en PDF directement sur la plateforme et ça enregistre toutes les données ou même ça fait remonter des offres d'emploi qui sont en adéquation avec mon CV. C'est ça, être candidate centric, c'est ne pas demander à l'utilisateur d'aller fouiller dans votre site pour trouver la bonne offre d'emploi. C'est dire, ok, montre-moi qui tu es, je vais te dire quelle offre d'emploi est faite pour toi. Là, on a un gros avantage aussi maintenant, c'est que toute la partie développement de ces sites carrières sont hyper intelligents. On a de plus en plus en fait de sites de carrière intelligents avec du matching qui fait que vous avez des solutions un peu clés en main pour pouvoir justement aller vers ce type de parcours candidat. Et c'est vraiment clé dans la transformation et la conversion de simplifier ce parcours. Exactement, et encore une fois, donner vraiment de la matière aux candidats. Ça peut paraître évident, mais donner votre procédé, votre process de recrutement est important aussi. Dire combien il va y avoir d'entretiens, en combien de temps vous traitez les candidatures. Là, encore une fois, ça paraît évident, mais on ne le voit pas suffisamment, on ne le voit pas partout. Ici, on a un exemple sur un site où c'est résumé en un schéma, et on voit que ce n'est pas très complexe à faire. Et en un coup d'œil, je suis candidat, je sais exactement à quoi m'attendre une fois que j'ai laissé mon CV sur la plateforme. En sachant que les candidats, on en a parlé, ils veulent que ça aille très vite, plus vite. Et on voit bien d'ailleurs beaucoup d'entreprises qui sont en train de travailler pour réduire la durée, le process, et puis aussi être capable de donner des réponses positives ou négatives extrêmement rapidement.
C'est ça, et surtout de donner aussi des réponses personnalisées. On commence aussi à entrer dans une dimension de réponse, de candidature personnalisée, et plus simplement le simple mail qui dit « Merci, on a bien reçu votre candidature, on vous répond dans 3 semaines » ou sans réponse. Voilà. Donc il y a aussi cette partie de réponse personnalisée qui est attendue par les candidats. Oui, exactement. Et mettre un maximum justement de données sur les sites internet. Et on voit de plus en plus de FAQ RH qui sont développés pour répondre tout de suite et éviter peut-être un premier entretien avec les RH où finalement on va dire des choses qu'on pourrait tout de suite mettre sur le site web. Ces FAQ RH peuvent remplacer cette première prise de contact, encore une fois, pour aller plus vite et pour donner à voir aux candidats un maximum de choses. Donc voilà, en synthèse, sur les sites RH, les espaces carrières des sites corporate, voilà un peu les bonnes pratiques à reprendre. La promesse marque employeur en une phrase, des vidéos, du manifeste, des moteurs de recherche, des job offers facilement accessibles, présenter les familles de métiers, présenter les métiers en eux-mêmes, présenter vos valeurs et vos engagements, aller jusqu'à montrer les avantages et tout ce qui tourne autour du bien-être au travail et tout ce qui est programme RH, évidemment, le tout incarné, interactif, ergonomique, facilitateur avec les outils dont on vient de parler pour vraiment faciliter et fluidifier le parcours du candidat. Je vous invite à aller voir le site carrière de Uber qui reprend finalement un peu toutes ces bonnes pratiques et qui est un très bon exemple. Super, hop, je veux bien, merci. Patricia, Absolument. tout ça, on fait tout ça. Maintenant, il faut que ce soit mis en musique. Juste par rapport à ce que Douglas disait sur la partie site, je pense qu'il ne faut pas avoir de complexe là non plus. Je pense que tout le monde a le sentiment de bien faire. Je parle surtout au DRH parce que c'est vraiment voilà, vous qui êtes en priorité sur ces sujets-là. Les sites, c'est le hall d'accueil de votre entreprise. Donc c'est vrai qu'on a souvent tendance à se dire je crée des écosystèmes à côté parce que mon site, voilà, j'essaie de trouver des moyens de contourner le site. Mais il faut vraiment que vous arriviez en fait auprès de votre direction générale à vous dire que attention, il faut investir, il faut revoir mon site. Un site, ça vieillit très vite parce que le développement vieillit très très vite et puis les candidats ont des usages et des consommations qui changent aussi. Donc ce qu'on faisait il y a encore 2 ans n'est plus ce qu'on attend aujourd'hui. Donc pensez voilà, dans les sujets de discussion avec la direction générale de vous donner les moyens de revoir vos sites pour leur donner le plus d'atouts entre guillemets et faire en sorte qu'on arrive à ce parcours simplifié pour faire de la conversion. Parce que je vais donner quelques chiffres, moi, de mon côté. Aujourd'hui, quand on fait des analyses de grands sites d'entreprises, alors il y a des best performances et des moins bonnes performances, mais globalement, il y a des trous dans la raquette et vous perdez en moyenne entre 50 et 70% de vos candidats. Une fois qu'ils sont arrivés sur le site, ils ne vont pas à la conversion parce qu'il y a, comme on le disait, un grain de sable quelque part et parce qu'on n'a pas mis suffisamment les moyens au bon endroit. Donc voilà, je voulais juste revenir sur cette partie parce que les sites, voilà, ça semble être assez classique. Finalement, c'est important et c'est le contenu qui va faire aussi la différence. Et là, je dis ça pourquoi ? Parce que pour se donner les moyens d'émerger et de faire la conversion et d'avoir les candidats, il faut toujours ce fameux funnel de conversion. Donc, on en a beaucoup parlé. Je reviendrai dessus. Mais en effet, on va envoyer sa candidature sur trois critères. Le premier, c'est plutôt un critère subjectif qui est ça a l'air bien. Ça a l'air bien parce qu'en effet, ça marche plus. Voilà. Ça a l'air bien parce qu'en effet, j'ai vu passer une vidéo, j'ai vu quelques articles dans la presse. Ah tiens, mon pote m'a dit que les sites de notation, ils avaient une très bonne note, que j'ai... Voilà, ça a l'air bien. Une fois que ça a l'air bien, c'est bien. Je vais aller vérifier si c'est bien. J'ai été attirée, le haut du funnel, je vais voir. Qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir le salaire, la mission, la localisation, les horaires, le distanciel ou pas, la RSE. Ça, ce sont des critères qui deviennent très déterminants jusque dans votre petite annonce de recrutement. Je vous donnerai des petites datas aussi sur cette partie-là parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, il y a des petites astuces qui vont vous permettre de changer un tout petit peu le retour sur vos candidatures. Et c'est facile, on en a beaucoup parlé. Là, on a encore trop de trous dans la raquette, comme je le disais, sur la candidature, le closing, le parcours candidat. Il faut vraiment optimiser vos ATS, vos processus de recrutement, notifier, donner du discours très concret parce que les candidats attendent cette partie-là. Donc le funnel, on en a parlé, je ne vais pas revenir trop sur le funnel dans le sens où on est donc dans la visibilité, on va être dans la conversion. Ah là, ils s'en vont tout seuls là. Je sais pas si... Attends, je vais revenir, t'inquiète. Hop. Ah, ça marche tout seul. Ça marche.
Désolée, c'est la petite Voilà, technique. c'est Voilà. revenu. C'est revenu, tout va bien. Donc, je vais plutôt parler un petit peu de bonnes pratiques. Je pense que tout le monde fait globalement un peu tout ça. Peut-être pas dans le bon ordre, peut-être pas avec tous les moyens, mais je pense que tout le monde a dû plus ou moins expérimenter. Mais c'est important de se le redire parce qu'une fois qu'on a bien les marqueurs qui vont nous permettre de faire la conversion, on peut aller chercher des ajustements. Donc l'écosystème global, c'est un candidat est partout et il n'est pas uniquement sur un média ou un site affinitaire ou sur les réseaux sociaux, il est partout, il est zappeur, donc il faut aller le chercher un peu partout. Je sais que c'est très compliqué aujourd'hui pour vous de recruter, hein. Je vais donner juste un chiffre. Aujourd'hui, 60% d'offres d'emploi supplémentaires versus 1er février 2020. 2020, c'était une année déjà où on était en forte progression sur l'emploi. Le Covid est passé par là. On est revenu à un petit peu à la normale. Mais non, on n'est pas revenu à la normale. 60% d'offres d'emploi. Donc forcément, vous avez des difficultés à recruter. Forcément, vous avez des CV qui décroît fortement à chaque annonce que vous passez. Voire, vous n'avez quasi pas de candidature sur certaines de vos annonces. Donc, vous devez aller en tacticien, faire en sorte que votre écosystème soit le plus abouti possible. L'écosystème, c'est quoi? C'est favoriser... Je pense que c'est la... Tu veux que je passe plutôt? Bah oui, peut-être. Non, c'est Ouais. peut-être mieux. C'est d'abord favoriser... Voilà. Non, avant. Désolée. Alors, favoriser, donc vous achetez des espaces médias sur les sites emploi. Les sites emploi, ils ont encore une part belle dans l'écosystème global du recrutement. On ne doit pas penser qu'on va trouver des nouvelles solutions un petit peu plus créatives ou avec de l'innovation. J'entends souvent, oui Patricia, est-ce que tu pourrais me donner un truc super innovant cette année pour recruter? Ben, non, il n'y a pas des trucs super innovants. Il y a une multitude d'actions à mener et de les travailler avec justement cette fameuse performance qui commence à être un point clé aussi dans les stratégies de recrutement et dans la talent acquisition, ce qu'on n'avait pas encore il y a encore quelques années. Donc, pensez à votre écosystème global et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous êtes présent sur un site emploi, vous travaillez sur vos pages, mais vous les déclinez jusqu'en dans vos offres d'emploi. On a beaucoup parlé en effet de l'offre d'emploi. C'est le contenu rédactionnel qui est important. Et là, on doit en effet avoir aussi cette dimension marque employeur jusque dans l'écriture de votre offre d'emploi. Ouais, on a un petit problème. On a un problème de slide. Ouais, dès que tu passes, ça passe. Voilà. Ouais, on a un petit souci. Donc, je revenais sur les offres d'emploi. Donc, l'offre d'emploi, juste en anecdote, comme ça, je vais faire un peu je vais combler un peu les slides. En anecdote, il y a 30 ans, une offre d'emploi, on prenait énormément de temps à écrire l'offre d'emploi parce qu'on diffusait les offres d'emploi dans la presse et on était posé, accroche, texte, comment je fais mon différence, parce que quand on ouvrait le journal, il fallait tout de suite avoir un impact très fort sur l'offre d'emploi. Le digital est arrivé. On est revenu à prendre son fameux ROM pour les plus anciens. On fait du descriptif de job profil, on le met et tout le monde dit la même chose. Il n'y a plus du tout de différenciation. Et en plus, on va chercher les moutons à 5 pattes parce qu'on va mettre 15 qualités, 3000 missions. Et donc, le candidat ne se reconnaît pas, n'a pas forcément envie. Et petit point complémentaire, c'est que les moteurs d'emploi travaillent les algorithmes. Donc, vous n'allez pas remonter dans les algorithmes. Donc, pensez, ça c'est un petit tips de la matinée, à rédiger une annonce beaucoup plus concise, maxi entre 700 et 2000 caractères par exemple, pas plus que ça, et vous aurez 20 à 30% d'augmentation sur le retour sur annonce. Voilà, ça c'est un petit tips, mais en effet, il faut penser à vos annonces. Ouais, je fais ce c'est que pas je peux, grave, Patricia. c'est pas Voilà, grave. c'est Voilà, c'est ça. Le brand content. Alors, le brand content, on en a beaucoup parlé. On parle de marque employeur, c'est le haut du funnel, la visibilité, mais c'est aussi l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a dit ça a l'air bien, bah c'est bien, c'est un peu le prouver. Le brand content, vous pouvez l'utiliser dans votre stratégie de recrutement, d'acquisition, en travaillant les écosystèmes et en proposant des articles un peu clés en main. On le fait par exemple avec le ministère du Tourisme. On en a parlé avec le tourisme tout à l'heure. On va compléter en fait un dispositif avec du contenu. Et dans un écosystème, ça fonctionne plutôt bien. Et vous pouvez mettre en avant vos collaborateurs, promouvoir en fait des événements, et ça complète en fait une dimension soit d'attractivité sur les métiers, soit de connaissance tout simplement de l'entreprise ou de ce que vous pouvez proposer.
Les outils et la performance. Alors, on commence à avoir de plus en plus, qu'on n'a pas dans l'univers de l'emploi, mais qu'on a déjà dans l'univers du commerce, de la performance avec des outils qui nous permettent en effet de mesurer l'efficacité. Donc, négligez pas de les acheter. Vous avez, voilà, avec vos agences et avec vos consultants, posez des questions et allez chercher des outils qui permettent de remonter ou de faire apparaître vos annonces de façon beaucoup plus qualitative. Ne pas négliger aussi de s'inviter dans les boîtes mail de vos futurs collaborateurs ou vos candidats. On a des actions de marketing direct qui fonctionnent plutôt pas mal. Ça me fait rire parce que ça passe vraiment vite. Voilà, mais c'est pas grave. Ouais, oui, je vois, mais voilà. En s'invitant directement dans les boîtes mail. Donc, en effet, aujourd'hui, il existe encore des possibilités qui nous sont offertes d'envoyer et d'adresser dans les emails de vos candidats potentiels de l'information. Faites-le. Ça vient compléter le dispositif. Ça permet de travailler la notoriété, toujours le haut du funnel, l'engagement parce que c'est du contenu et la conversion, puisqu'on arrive maintenant à mesurer des taux d'ouverture et des taux de clics qui nous permettent de dire finalement, on a recruté grâce à telle et telle action. Ensuite, préparer l'avenir. Alors, préparer l'avenir, oui, il faut préparer l'avenir. Pourquoi ? Surtout et essentiellement, alors je ne dis pas essentiellement, mais pour beaucoup d'entre vous, on a des envies de changer. Enfin, nos candidats ont des envies de changer. Ils disparaissent et ils réapparaissent. Donc, ils disparaissent, mais on doit créer des vocations. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a des métiers que les jeunes ne veulent plus faire parce que ils ont des idées reçues, parce que les parents, le dimanche, leur racontent des histoires autres que celles qu'ils voudraient entendre. Donc, on a aussi la possibilité d'être un peu plus en amont du recrutement et de sensibiliser en fait les lycéens, les collégiens. Donc, pensez à utiliser aussi des plateformes. Il y en a 2 qui existent aujourd'hui. Il y a Nomade Éducation, qui est une très belle app de plateforme de révision en ligne pour les étudiants, les lycéens, les collégiens, qui progresse fortement. Et il y a Study Smarters qui vient d'arriver sur le marché français. C'est 10 millions d'étudiants. En France, c'est à peu près 2 millions. Et vous avez en effet la possibilité de les capter à travers de la communication, du retargeting, des emailing directement à la source. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de se dire, finalement, je séduis aussi un petit peu plus en amont mes candidats potentiels. La stratégie aussi de la programmatique, alors ça, on en parle beaucoup. Je pense que tout le monde maintenant sait ce que c'est que la programmatique. Il y a encore 1 an et demi, on ne savait pas ce que c'était que la programmatique. Là, on prend les codes un peu de la com commerciale et on va aller chercher en fait des candidats sur leur comportement navigationnel. Et ça commence à bien fonctionner sur le recrutement à partir du moment où on arrive à bien mettre en place les pixels, les pauses et les traceurs. Si on n'a pas la possibilité de mettre en place en fait ces indicateurs, la performance ou l'optimisation en temps réel ne peut pas se faire puisque la programmatique, c'est de l'optimisation en temps réel. La conversion commence à s'opérer de façon assez intéressante et elle est dans ce qu'on appelle un mix média. Donc on ne fait pas que du site affinitaire, on va faire du site affinitaire, des réseaux sociaux, du Google Search et on peut faire un tas d'activations ponctuellement sur du fil rouge pour une durée plus importante ou pour faire la promotion d'un nouveau film employeur par exemple. Donc là, on touche des candidats passifs tout en actionnant aussi une cible de candidats actifs. Enfin, ça, on l'a vu aussi dans ce que tu présentais, Alain, le côté grand public. Au niveau de l'activation média, il ne faut pas aussi négliger ce volet-là. On peut utiliser les réseaux sociaux, oui, mais alors là aussi avec les codes des plateformes. Je vous ai mis pas mal d'exemples assez intéressants sur le profil d'une prothésiste oculaire. Alors, ce n'est pas interdit au moins de 18 ans, mais c'est quand même assez impressionnant. Mais c'est un très beau film qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, ou éventuellement ce qui avait été fait aussi par Saint-Gobain, par les collaborateurs, avec les collaborateurs, dans les codes et qui a très bien marché pour recruter pour le CFA des postes infra-bac. Donc, il faut les utiliser. Ce qui va être assez intéressant, c'est l'arrivée du côté de TikTok. Donc, on va commencer à pouvoir expérimenter un petit peu l'intégration directement de fiches de poste. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, ils ont lancé une plateforme, la plateforme avec ce qu'on appelle le Resume CV. Et on va pouvoir, donc là, je vous ai donné un exemple qui est l'exemple de Lenovo, pas du tout sur l'emploi parce qu'il présente plutôt le projet RSE. Donc, on peut être aussi en lien avec cette dimension RSE. En fait, ce sont des ingénieurs IT qui ont été envoyés sur l'île de Pâques, donc plutôt intéressant,
pour démontrer qu'en fait les ordinateurs fonctionnaient bien dans un écosystème complètement perdu et que voilà, ils arrivaient à travailler en fait à distance. Mais en même temps, ils ont découvert des tortues qui n'existaient plus. Donc ils ont repeuplé des tortues qui avaient disparu. Et grâce à ça, il y a toute une ce qu'on appelle le fameux fiche de poste qui résume un petit peu ce qu'ils ont fait sur l'île de Pâques pour s'attacher à récupérer ces fameuses tortues. Donc ça, c'est hyper intéressant dans la partie recrutement et ça va nous permettre d'avoir vraiment de la conversion. Donc votre écosystème s'agrandit en effet avec les réseaux sociaux. Enfin, côté code grand public, deux exemples aussi, dont un qui est très sympa. Alors, on parlait des collaborateurs avec Lidl tout à l'heure. Là, je voulais vous montrer la vidéo. Je ne sais pas si comme on est très en retard. On est très en retard, ouais, d'accord. Si ça t'embête pas. Je ne sais pas, une minute, une seconde. Non, mais elle est chouette parce que là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, EasyJet a surfé sur deux éléments clés. La sortie de Top Gun. Ils ont pris les collaborateurs, mais ils n'ont pas pris les collaborateurs. Ils ont pris les enfants de collaborateurs. Ils ont mis une musique de malade et ça donne un clip sur des métiers qui a fait un buzz énorme, alors certes aux États-Unis, mais avec une conversion et un retour sur candidature exceptionnel. Donc voilà, on peut se servir des codes. On va lancer la vidéo. Ça serait bien parce que là j'ai fait un beau teasing. On ne fait pas l'armée. On fait pas l'armée. Si on l'a en studio. Voilà. Mavericks are going to be training for EasyJet. Are you ready? Yes, Captain! Easy 2410, what's your position? I'm sitting down and about to use a ham and cheese toaster. Easy 2410. Clear to land. Another perfect flight. Congratulations. Now get your butts back to base. This is Easy 2410 requesting a celebratory fly past. Negative. We have 200 passengers. We need to get to Malaga before cocktail hour. Anyone for volleyball? No? Voilà, donc je pense que c'était sympa de voir cette petite vidéo. Et enfin, pour terminer, donc utiliser aussi l'audience des sites, ça vous permet de vraiment de pouvoir drainer la candidature et de la visite. L'affichage, donc on a encore un souci parce que l'affichage de notre écran, mais aussi la campagne d'affichage est intéressant au niveau du recrutement. Donc là, vous voyez un exemple avec les sapeurs-pompiers de Paris qui sont allés jusqu'à customiser leur camion ou l'armée que vous avez déjà vu, mais un chantier avec Bouygues ou Disneyland qui était sur les quais de gare et les quais de métro. Donc on peut utiliser l'affichage, c'est tout à fait accessible et hyper intéressant. Alors, en complément de... Après, ça me permet de mentionner très vite un sujet qui est clé évidemment, qui est le sujet des budgets. Oui. Nécessaires. On évoquait et on évoque pendant cet atelier les niveaux d'exigence qui sont plus grands, l'émergence qui est de plus en plus difficile. Pour faire tout ça, il faut aller se battre sur un terrain qui est plus grand public et plus consommation, entre guillemets, ça veut dire qu'il faut aussi avoir des budgets. Et tu parles d'affichage, c'est des médias très efficaces en marque employeur, mais il faut être capable de mettre les moyens. Donc il y a des vraies questions, sans doute, mais qui font partie des questions clés qui sont discutées aujourd'hui chez nos clients, qui sont est-ce qu'on met les moyens suffisants pour répondre aux objectifs de la marque employeur. Alors là où je suis un peu plus rassurée sur ces grands médias, c'est qu'on a aujourd'hui aussi la possibilité de géolocaliser et on a des tickets d'entrée qui se sont vraiment affinés. On peut se permettre, je pense, pour les DRH d'aller vers ces terrains-là. La dernière best practice, c'est bien évidemment mesurer. Donc là, je sais que personne n'arrive à bien mesurer. Moi, je fais des points régulièrement. Je n'ai jamais concrètement le nombre de recrutés où j'ai des petites infos. Ou alors, au doigt mouillé, c'est le recruteur qui m'a dit « mais je pense que ça a plutôt bien marché, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». Donc, je pense que là aussi, dans les axes qui sont à prendre en compte, c'est la mesure en temps réel de la
performance de vos actions de communication, de recrutement. Vous avez aujourd'hui des outils, des dashboards qui permettent de le faire et qui permettent d'analyser deux volets. Le volet, si on ne peut pas tout de suite mettre le dashboard qui permet de mesurer la performance de l'offre d'emploi, vous pouvez au moins essayer dans un premier temps de mesurer l'efficacité de votre site carrière et de voir un peu les impacts avec le passage un peu régulier de vos candidats. Et donc les KPI de votre site doivent être des éléments clés, pour pouvoir en effet ajuster vos dispositifs, les modifier, les renforcer avec des actions, parce que peut-être que c'est pas une histoire simplement de médias qui nous permet d'avoir une annonce, mais c'est une page qui n'est pas en adéquation avec les attentes de mon candidat et que je dois changer parce qu'elle ne sert à rien, elle n'apporte pas. On parlait de valeurs tout à l'heure, en effet les valeurs c'est clé, mais c'est peut-être pas les valeurs qu'on veut voir, c'est peut-être le processus de recrutement. Et c'est peut-être qu'on a plutôt envie de voir en effet quelles sont les actions clés qu'on va me donner sur la flexibilité. Je ne l'ai pas dit, sur l'offre d'emploi, aujourd'hui les 3 critères, et ça on le mesure au niveau de l'efficacité du retour sur CV qui sont indispensables, le salaire. Donc si vous mettez votre salaire, je sais que c'est un grand débat sur le marché français, le salaire, la flexibilité et la localisation. Voilà, ça c'est 3 critères un peu clés pour que l'annonce fonctionne bien. Et pour terminer, et on enchaîne je te donne la main. On est en retard, on a pris un peu plus de temps. Je voudrais juste évoquer très vite, on a vu beaucoup de choses, et ça mériterait d'ailleurs je disais de faire presque des ateliers dédiés, et j'en profite pour vous dire que nous faisons des ateliers dédiés pour ceux qui sont intéressés, pour aller plus précisément sur vos problématiques de marque employeur. Il y a une question qui est comment on développe une marque employeur en amont du travail que tu montrais sur le déploiement, l'activation et la partie média. On voit de plus en plus, en tout cas nous, on est de plus en plus impliqués dans des méthodologies qui sont des méthodologies de co-construction. Où on ne va pas être juste dans « allez, on va faire quelques petits entretiens, on va faire un focus group, on va parler des cabinets de recrutement, puis on va faire un petit groupe de travail, et puis on va aboutir à des plateformes marque employeur qu'ensuite on va essayer auxquelles on veut faire adhérer en interne avec des kits marque employeur. Oui, on continue à faire ça, mais de plus en plus on développe des vraies démarches collectives où on considère en quelque sorte que la création, l'optimisation de la marque employeur, du socle marque employeur, devient quasiment presque un sujet RH, une initiative RH, et qu'en le faisant ensemble, pas avec tout le monde, et en l'organisant comme il faut, c'est une formidable façon, sur ces sujets marque employeur de plateforme ou des sujets de preuve qui sont liés, d'embarquer, de créer de la fierté d'appartenance, de démontrer, on parlait de preuve, de démontrer que l'entreprise est un véritable employeur qui implique ses collaborateurs. On a lancé pour un de nos clients qui s'appelle CFAO, cette démarche-là, il n'y a pas très longtemps, elle est en train d'être aboutie. On a brandé le programme marque employeur. Le développement de la marque employeur est devenu en fait une initiative RH, Forward Together, et ensemble, on crée la culture RH, on crée la marque employeur. Et ça, on trouve que c'est extrêmement intéressant. Alors, ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait en faisant extrêmement attention à prendre les bonnes personnes, en travaillant bien le process et en évitant de faire une usine à gaz qui durait trop longtemps, parce que parfois on est tenu par le temps. Mais on croit beaucoup à ces méthodologies de co-construction collective pour arriver à la marque employeur. Et je finirai par un dernier slide qui est clé, bien sûr, qui est on disait en amont que la marque employeur devenait, sa création et son activation devenait un sujet stratégique pour les entreprises, pour les raisons de tension qu'on évoquait. Ça devient autant alors évidemment un sujet RH, toujours autant, mais ça vient aussi un sujet de communication. Et en fait, il est souvent clé d'arriver à une collaboration entre la DIRCOM et la direction marque employeur, les équipes RH, qui soit la plus fluide possible. Parfois, pour des raisons historiques, on a une partie qui est à la com, une partie qui est au RH. Là, il y a nécessité pour émerger et puis pour optimiser les budgets qui existent, de vraiment travailler en étroite collaboration pour arriver à créer cette marque de préférence par rapport, sur le marché et par rapport aux concurrents. Voilà ce qu'on avait à vous raconter. Merci beaucoup Patricia, merci Douglas, merci à ceux qui sont venus nous voir aujourd'hui. On espère que ça vous a intéressé et on vous dit à très bientôt.